Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Cette actualité, c'est quand même l'interview exceptionnelle de Tucker Carlson avec Lavrov, avec le ministre des Affaires étrangères, très connu, hein, russe, très ancien, très pertinent. Et donc, ils vont échanger un petit peu et il faut savoir que c'est rarissime, voire même interdit aux États-Unis d'avoir ce genre d'interview. Ce que j'aime bien avec Tucker Carlson, c'est qu'il se permet de tendre la main, tu vois. Et ça, c'est rarissime. Hein. Par exemple, la Corée du Nord. Qui va interviewer un représentant, un dignitaire de la Corée du Nord pour savoir ce qu'il pense. Je rappelle que par exemple, alors je digresse, mais la Corée du Nord, c'est un pays que les Américains, que le système a défoncé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des millions de victimes, il y a eu des abus au niveau des femmes et ainsi de suite. Donc le pays s'est renfermé sur lui-même et a cherché à se défendre. Il faut bien comprendre que quand on le fait passer pour un dictateur machin, Kim Jong-il, je ne suis pas un représentant du gouvernement coréen nord-coréen, mais c'est pour vous dire comment il en est. Par exemple, vous avez pu voir qu'à un moment, Trump, quand il a tendu la main, eh ben, ça s'est bien passé. Eh ben, c'est la même chose, il faut tendre la main. Il faut savoir que les Russes, pendant de très longues périodes, ont voulu tendre la main concernant les régions du Donbass et ainsi de suite. Peu importe où c'est que vous vous placez, hein. Mais il y avait des discussions, etc. Ça n'a pas été écouté, ben, la ère a démarré. Donc voilà. Donc c'est malheureux, mais moi je fais partie des gens comme Tucker Carlson qu'il faut discuter. Il ne faut pas hésiter à discuter, savoir comment l'autre pense. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez adhérer à son discours, mais au moins savoir ce qu'il en est. Et parce que souvent dans l'histoire de l'humanité, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous allez vous rendre compte que beaucoup de problématiques de ère, de tensions, de conflits ont pour origine des intermédiaires, des gens qui viennent en plein milieu, qui font en sorte que vous vous séparez et qu'ensuite qui font les intermédiaires. Moi j'appelle ça la classe médiatique, mais la classe politico-médiatique maintenant, qui crée des tensions. Vous pouvez voir qu'en France, par exemple, nous sommes en tension avec l'Iran, qui était notre premier acheteur de voitures au monde. Et c'est pour ça que notre industrie auto est en catastrophe maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des intermédiaires pour... pourquoi on est en conflit avec la Russie? Pourtant, il y a toujours eu un respect avec. Parce qu'il y a des intérêts derrière qui manipulent l'opinion publique et ainsi de suite. Bref. Donc là, on va écouter un petit peu les propos entre Lavrov et Tucker Carlson. Il y a plusieurs thématiques, donc on va regarder ça au fur et à mesure. Et je ferai mes réflexions au fur et à mesure également. Je précise, hein, je suis désolé, mais je suis obligé de switcher entre mon visage, mon joli visage, et l'interview. C'est juste pour les droits d'auteur, c'est tout. Hein. Ne croyez pas que je fais ça pour autre chose. Bref. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, partager un maximum la vidéo. Allons dans le vif du sujet, hein, par rapport à l'escalade entre Moscou et les États-Unis. Some time ago, Alors attendez, je vais juste baisser un peu le ton. Voilà. Mr. Il y a Kirby, quelque temps, who Monsieur is, Kirby, White House qui est le coordinateur communications des coordinator communications à la there, Maison Blanche, ou quoi que he ce soit, was il posait des asking questions, answering questions, répondait des questions sur and l'escalade about escalation and about et sur la possibility of possibilité d'emploi nuclear d'armes weapons nucléaires. being employed. And he said, Et il a dit, oh no, we don't non, want vous inquiétez pas, il escalation n'y aura pas d'escalade. because then if Parce there que would s'il y a un come élément nuclear weapon, nucléaire, then alors nos alliés our européens en European allies souffriraient. would suffer. So even mentally, Alors même mentalement, he il exclut excludes that the United que les States États-Unis ne suffer. peuvent pas le subir. And this is Et que something quelque which chose qui makes fait que la the situation situation a bit est un risky. peu risquée. It, Cela pourrait, if this si cette mentalité mentality prévaut, prevails, then some alors des reckless mesures steps imprudentes pourraient être will be prises. taken, and this is Et bad. c'est très mauvais. So what I think you're saying is Alors là, ce qu'il vient de dire, c'est que parfois, t'en as qui considèrent que, entre guillemets, l'arme nucléaire et ainsi de suite ne seront pas utilisées.
Ça veut dire que par exemple, la Russie, en résumé, c'est du pipeau, ils vont pas utiliser ça. Nous, si vous inquiétez pas, on va utiliser ça. Et en fait, ils provoquent. Et le problème, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en fait, on est en train d'assister à des gamins qui sont en train de nous provoquer, tu vois. Vous savez, c'est l'enfant qui provoque, qui vous manque de respect et ainsi de suite. Et il poursuit, et poursuit, il continue. Et toi, tu lui dis attention, la taloche, elle va démarrer, tu vois, elle va décoller, la rafale de phalange, elle va te, tu vois, certes, c'est pas une arme atomique, mais elle va te décalquer quand même. Et lui, comme il n'a pas eu d'éducation, comme il a vécu dans un système, et souvent, d'ailleurs, vous pouvez voir ça dans la vie, encore une fois, excusez-moi des digressions, vous verrez jamais quelqu'un non frustré, fort, qui sait se battre, vous provoquer. Vous cherchez des noises. Ça sera toujours quelqu'un de faible, de minable. Vous savez, il a une frustration qui va essayer de vous provoquer. Parce que dans son éducation, ses parents ne lui ont jamais fait preuve d'autorité. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été sanctionné. Par exemple, ceux qui vendent de la drogue en France, les délinquants, des trucs comme ça. Il faut savoir que les gauchistes, ils vous disent que c'est des pauvres, tout ça. C'est faux. Moi, j'ai vécu dans un quartier, et n'importe quelle personne qui a vécu dans un quartier pourront vous le dire. Ce sont les familles aisées. Ce sont des familles aisées qui vendent des produits stupes, qui font des trucs comme ça. Moi, par exemple, demain, ne serait-ce que il y avait un truc comme ça à la maison, je me serais fait décalquer, tu vois. Mais vraiment un truc de fou. Donc, je me permettais pas ça. Donc, en fait, c'est des gens, c'est des enfants pourri gâtés. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est que ceux qui gèrent la politique aux États-Unis, en Europe, ce sont des enfants qui pensent qu'on ne va pas réagir, qui vont nous provoquer et qu'on va pas, en finalité, nous sortir la taloche. Donc, et le problème avec cette mentalité, c'est qu'ils n'ont pas de limite au final. Ils provoquent, ils provoquent, ils provoquent, ils provoquent. Et quand la Russie va se défendre en utilisant l'arme atomique, ils vont se dire mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait, eux, ils ont que de la gueule. Donc c'est ça qu'il veut signifier par ses propos. Donc, je pense que vous dites que les décideurs américains, imaginez qu'ils puissent avoir un échange nucléaire, cela n'affecte pas directement les États-Unis, et vous dites que ce n'est pas vrai. C'est ce que j'ai dit, ouais. Mais tu sais, les professionnels de la dissuasion, politique de dissuasion nucléaire, etc., ils savent très bien que c'est un jeu très dangereux. Et parler d'échanges limités en matière de nucléaire, les frappes sont une invitation au désastre. Nous ne voulons pas en arriver là. Et il veut aussi signifier par là que les gars, là il s'adresse bien aux Américains, croyez bien que si ça pète, ça va péter pour vous, tu vois. Ne croyez pas que... Ensuite, il poursuit concernant la paix en Ukraine, comment elle interviendrait. Alors, je vais vous dire la vérité, moi j'ai mon point de vue. Alors, je suis pas président russe, je suis pas un dignitaire russe, je m'y connais pas aussi au niveau alors, je sais les enjeux, je sais c'est quoi l'idéal, mais de dire que la Russie va s'arrêter là maintenant et un pays, une zone de tampon, c'est faux. Parce que l'Ukraine, tôt ou tard, va se réarmer, se préparer. Il suffit qu'ils ratifient et hop, ils font partie de l'OTAN et ainsi de suite et qu'ils provoquent la Russie et ça part en cacahuète. Pour moi, en tout cas moi stratégiquement, je ne lâcherai jamais, une fois que la guerre a été déclarée, sans couper l'Ukraine de la mer. Ça veut dire qu'il faut absolument prendre, comment on appelle ça, Odessa, le coin Odessa, etc. Il faut absolument prendre la partie Odessa. Il ne faut plus laisser accès à la mer l'Ukraine et réduire la zone. Donc voilà, en fait, leur laisser peut-être juste le nord-ouest. Mais sinon, ne pas s'arrêter en si bon chemin, dirons-nous. Écoutons les propos. Cette fois, le président Trump a été élu avec la promesse explicite de mettre fin à la guerre en Ukraine. Donc, je veux dire, il a dit cela. Donc, étant donné ça, il y a de l'espoir pour une résolution, me semble-t-il. Quelles sont les conditions que vous accepteriez? Alors, il faut bien comprendre une chose. Les Russes considèrent que Trump est beaucoup plus mature que l'administration Biden, etc. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo exceptionnelle sur ce que cache
le fait qu'il ait gracié son fils. On ne parle pas de personnes qui veulent gracier et qui sont beaucoup plus problématiques. Je vous réserve ça dans une prochaine vidéo. Les Russes, en fait, s'en fichent. Hein. Et Trump, pas Trump, ils apprécient Trump. Mais parce que, encore une fois, vous savez pourquoi la Russie, l'Algérie, la Chine, etc., apprécient Trump. Alors, je sais que c'est très difficile pour certains parce que ils ont un fonctionnement un peu à la française. En France, par exemple, on pense qu'aux intérêts d'un certain État au Moyen-Orient, un petit État, et on ne pense pas à notre propre intérêt. Et ça, en France, c'est ancré. Par exemple, tu as les pro-palestiniens aussi qui aimeraient bien qu'en France, on pense aux intérêts d'abord palestiniens. Certains. Alors, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, je milite pour qu'on arrête de penser aux intérêts Am Israël et qu'on pense aux intérêts français. Et si chacun s'occupe de ses propres intérêts, vous verrez que tout le monde vivra heureux, à part les parasites. Tu vois, à part les parasites. Trump, lui, quand tu veux faire du business, il faut la paix. Sinon, il n'y a pas de business. C'est problématique. Et donc, Trump, s'il s'occupe d'arrêter de faire des airs et de parler économie, eh ben, ça profitera à tout le monde. C'est pour ça que les Russes l'apprécient. C'est juste pour ça. Mais en soi, ils s'en fichent de Trump comme de Biden, quoi. Bref. J'ai essentiellement fait allusion lorsque le président Poutine a parlé dans ce ministère le 14 juin. Il a encore une fois réitéré que nous étions prêts à négocier sur la base des principes qui ont été convenus à Istanbul et rejetés par Boris Johnson, selon la déclaration du chef de la délégation ukrainienne. Le principe clé est le statut de non-blocage de l'Ukraine. Et nous serions prêts à faire partie du groupe de pays qui assuraient la sécurité collective garantie à l'Ukraine. Pas de l'OTAN, non l'OTAN. Absolument aucune base militaire, pas d'exercice militaire sur le sol ukrainien, avec la participation de troupes étrangères. Et c'est quelque chose qu'il a réitéré. Mais bien sûr, il a dit, c'était en avril 2022, maintenant un certain temps a passé, et les réalités sur le terrain auraient à prendre en compte et à accepter. Alors là, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous avions des conditions, etc. Mais ça, c'était en 2022. Entre-temps, vous pensez bien qu'ils ont conquéri une partie de l'Ukraine. S'ils doivent négocier, ils vont négocier pour plus, hein. Ils vont pas négocier pour moins. Le terrain qu'ils ont gagné au prix du sang, il se négocie pas. Enfin, on a versé notre sang pour ce terrain-là, ça se négocie pas. Tu vois. Nous, on négocie pour le reste. Tu vois. Donc c'est ça qu'il est en train de dire en soi. Et que l'Ukraine, faut qu'elle soit entre guillemets démilitarisée et que ce soit les militaires russes qui gèrent la sécurité ukrainienne, pas l'OTAN. Et comme ça, tu vois, voilà, bon bref, on poursuit. La réalité sur le terrain ne sont pas seulement la ligne de contact, mais aussi les changements dans la constitution russe après le référendum à Donetsk. République du Lugansk, les régions de Kherson, Zaporizhzhia. Et ils font désormais partie de la Fédération de Russie, selon la Constitution. Et c'est une réalité. Bien sûr, nous ne pouvons pas tolérer un accord qui maintiendrait la législation, excusez-moi, que j'ai citée interdisant la langue russe, par exemple. Médias russes, culture russe, Église orthodoxe, parce que c'est une violation des obligations de l'Ukraine en vertu de la Charte des Nations Unies. Et le fait que l'Occident, depuis cette offensive législative russophobe, a commencé en 2017 et l'Occident est resté totalement silencieux. Et c'est silencieux d'ailleurs jusqu'à présent, bien sûr. Il faudrait faire attention à ceci d'une manière très particulière.
Alors là, il parle du fait que justement, il y a une certaine attaque contre les Russes, concernant l'Église orthodoxe, et ainsi de suite, machin. Bon, bref, ça, c'est encore un sujet. On va poursuivre. En tout cas, je fais une petite pause là, hein, n'hésitez pas à boire un petit verre, juste pour dire que ça fait plaisir d'avoir des hommes politiques. Quelqu'un qui interviewe, franchement. Alors, moi, j'ai fait quelques interviews et à chaque fois, on m'a dit c'est l'une des meilleures interviews que j'ai passées, alors que les mecs sont passés à la télé et ainsi de suite. Tout simplement, et c'est pour ça que j'aime bien aussi Tucker Carlson, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui interviewe. À la base, le rôle de l'interview, c'est poser des questions, faire réagir la personne et lui laisser, c'est-à-dire le cadre, tu le mets sur lui, quoi. Et il s'exprime, tu le laisses exprimer, tu peux réagir pour le faire parler un peu plus ou préciser un peu les questions que vous... Mais laisse-le parler. Et maintenant, en France, en Occident, on a un narratif, on interviewe une personne et on coupe à chaque fois. On ne laisse pas parler. Au-delà de ça, on a des hommes politiques qui sont des gamins, c'est des insta-biatch. C'est des Instagrammeux, c'est des TikTokers. Le mec font Macron, ministre, c'est ignoble. Et là, j'aime bien parce que on a des adultes qui s'expriment. Moi, vous savez, hein, si demain j'avais le pouvoir, j'interdirais la politique à tous ceux qui ont 60 ans, moins de 60 ans. Mais pourquoi? Parce que ils ont l'expérience. À 60 ans, en politique, à 60 ans, tu es un jeune. À 60 ans, tu dois être le petit nouveau, tu vois. Il devrait y avoir personne en politique, n'importe quel ministère en dessous de 60 ans. C'est à 60 ans qu'un homme, entre guillemets, est mature, tu vois. Avant, on est des petits jeunes, on ne connaît pas la vie. Vous avez beau vous croire plus malin qu'un homme de 60 ans, de 70 ans, il a du vécu, tu vois. Donc, voilà, bref, tout ça pour vous dire que c'est plaisant d'avoir des adultes qui s'expriment. On écoute la suite. Est-ce que vous avez déjà parlé à des responsables de Biden depuis les tensions, quoi? Oh putain, magnifique. Attendez. Je découvre en même temps que vous, hein, je suis désolé. Hein. Je veux pas ruiner leur carrière. Est-ce que vous avez déjà discuté avec l'administration Biden depuis? Je veux pas ruiner leur carrière. Mais est-ce que vous avez eu des conversations significatives? Alors, je pense que là, ce qu'il est en train de dire, c'est deux choses. C'est un, il y a des discussions, même chez Biden, même du côté de l'administration Biden, il y a des gens sensés. Hein, comme il y a des gens sensés à gauche, à l'extrême gauche, comme à la droite et à l'extrême droite. Tu vois, et voilà. Et donc, là, ce qu'il est en train de dire, c'est juste, je vais pas les griller, quoi. Voilà, je vais pas les afficher. Non. Quand je les ai rencontrés lors d'événements internationaux, telle ou telle personne que je connais, un Américain, je veux dire, certains d'entre eux disent bonjour, certains échangent quelques mots, mais je ne m'impose jamais. Et il n'y a rien de significatif en coulisses, quoi. Vous savez, ça devient contagieux. Vous savez, quand quelqu'un voit un Américain me parler, ou un Européen qui me parle, les Européens s'enfuient quand ils me voient. Lors de la dernière réunion du G20, c'était ridicule. Des gamins, les adultes, les personnes mûres, ils se comportent comme des enfants là. C'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous jure que je découvre en même temps que vous. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, il y a la politique fiction et il y a la politique réelle. En France, c'est très compliqué. Alors, si vous me regardez de l'étranger, sachez qu'en France, c'est très compliqué. On se moque, hein. On se moque, hein, par exemple, de mes propos ou des pays étrangers. Ils ne comprennent pas les BRICS, comment ils fonctionnent. Ils ne comprennent pas comment fonctionne la Chine, la Russie, l'Algérie. Ils se moquent. Tu vois, parce que eux sont dans le concret, ils sont dans le réel. Tu vois, c'est des politiques. Est-ce que vous voyez Poutine faire aller vers un TikToker et c'est honteux. C'est honteux. Ce sont des gamins. Ils ne réagissent pas comme ça. Enfin, je sais pas. Ils ont une politique d'avenir. C'est un homme politique. C'est-à-dire que moi, mon pays, j'ai envie de le mener dans des grands projets, tu vois. C'est pas, excuse-moi de dire ça, c'est pas la petite affaire du coin auquel il faut réagir.
voyez ce que je veux dire? C'est honteux. Je sais pas, il y a des élus locaux pour s'occuper de ça. Bref, passons. Childish. Unbelievable. C'est incroyable. C'est incroyable comment ils se comportent comme des gamins. Donc voilà, ça valide un petit peu mon analyse là-dessus. Alors, je précise que ça, c'est l'analyse sommaire. Hein. Si vous voulez mon analyse beaucoup plus profonde concernant ce genre de comportement, c'est que en Algérie, en Russie, en Chine, dans certains pays comme ça, quoi, souvent des BRICS, ils aiment leur nation, ils aiment leur pays. Souvent, c'est des hommes politiques d'un certain âge. Vous remarquez, regardez, hein, c'est des hommes politiques d'un certain âge, et ils aiment leur nation. Alors qu'en France et en Occident, comme il y a de la corruption, comme il y a un certain pays étranger qui finance, achète, corrompt, les gens, en fait, ils pensent tous à leur propre intérêt. Macron avait dit cette phrase-là quand quelqu'un l'avait dit tu vas dégager tôt ou tard. Macron avait dit cette phrase-là, de toute façon, je sais d'où je viens et je sais où c'est que je retournerai. Tu vois Vladimir Poutine dire ça? Tu vois Abdelmajid Tebboune, le président algérien, dire ça? Eux, ils s'en foutent, président ou pas président, ils feront tout en sorte pour soutenir leur pays, leur nation. Il n'y a pas de, une fois que je suis plus président, salam alaikum, je me barre. Non, ça n'existe pas, ça. Et ça permet de vous montrer qu'en fait, ils sont tous corrompus dans nos classes politiques en France. Et c'est pour ça que... Alors, j'avais un moment dit, même si je suis pas... C'est compliqué parce que ça n'empêche pas la corruption. Il faudrait un service, un système en France de protection face à la corruption. Quelqu'un qui soit français réellement, tu vois, et de longue date. Pas un traître qui vienne et on lui passe un billet. Demande à Abdelmajid Tebboune, demande à Poutine, on te donne plusieurs milliards, même s'il n'a pas besoin, mais plusieurs milliards, et en échange, tu trahis la Russie. Il va te dire, mais je m'en fous, c'est pas une question d'argent. J'aime la Russie et je défendrai les intérêts russes. Tu me demandes à moi, par exemple, de trahir l'Algérie pour de l'argent, il est hors de question. C'est une question de dignité. Le problème, c'est qu'en politique en France, maintenant, on n'a que des arrivistes, des gens qui n'ont aucun intérêt pour le peuple. Malgré que, moi aussi, c'est-à-dire que même si tu me proposes plusieurs milliards pour être corrompu, bon, je te mens pas, ça dépend. Tu sais, si tu me demandes de faire un petit truc bidon, ça dépend, tu vois. Non, plus sérieusement. Non, je refuserais parce que ça nuirait au peuple français. Et je sais pas, moi je peux pas me regarder dans une glace et me dire la France est en train de partir en misère au niveau des systèmes de santé, de soins, de la sécurité. Donc c'est ça la problématique, c'est que ce sont tous des arrivistes. On poursuit l'interview et j'aimerais quand même remercier Camille Moscou hein, qui a fait le travail. Alors je sais pas si elle qui a traduit, hein, mais en tout cas c'est sur son compte. Je remercie son partage sur Twitter. Et si c'est elle qui a traduit, encore plus. Donc voilà, on va pouvoir démarrer et écouter la suite. Il n'y a rien de nouveau, franchement, parce que les États-Unis, historiquement, en politique étrangère, étaient motivés par le fait de créer des ennuis et ensuite pour voir s'ils peuvent pêcher l'eau dans l'eau boueuse. Regardez ce qui s'est passé en Irak, la Libye, ils ont ruiné l'État, essentiellement, en fuyant vers l'Afghanistan, qui essaye maintenant de revenir par la porte arrière, en utilisant les Nations Unies, vous savez, pour organiser un événement où les États-Unis pourraient être présents, malgré le fait qu'ils aient quitté l'Afghanistan, est en très mauvais état. Je pense que c'est, si vous analysez les mesures de politique étrangère américaine, pour la plupart, c'est le aventureux, c'est le bon mot. Donc voilà. Donc en résumé, il est en train de dire que la politique américaine, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que souvent on parle de la Chine. Par exemple, on parle de l'Afrique. On dit la Russie, la Chine envahissent machin, l'Afrique ou je sais pas quoi. Mais ils ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire. Eux fonctionnent avec l'économie. Tu vois. Ils ont des ressources. Les Africains ont des ressources. Chacun a des ressources. Venez, on les échange et tout le monde est content.
Les Américains fonctionnent pas comme ça. Les Américains vont dans un endroit, ils déstabilisent cet endroit-là, ils le détruisent en créant des tensions X ou Y, et ensuite ils viennent récupérer, pomper ce qu'il y a à pomper gratuitement. La problématique, c'est que ça crée des tensions beaucoup plus graves. Il y a des répercussions, il y a des Américains qui perdent la vie, et ainsi de suite, et que l'Américain lui-même perd de l'argent. Alors c'est que des entités privées qui s'empiffrent. C'est un petit peu comme la colonisation en Afrique. Il faut bien savoir que oui, c'est des par exemple, on prend la France. Quand on dit la France est responsable de la colonisation, oui, la France. Mais faut pas dire les Français. Parce que 80%, 90%, ils ne savaient rien avoir. Eux-mêmes se faisaient exploiter. Alors que faut bien que vous compreniez que c'est du même type. Hein. C'est comme là maintenant, en France, est-ce qu'on veut ce qui se passe en Ukraine? Non. On s'en fout, on veut être allié avec la Russie. Et pourtant, notre pays lutte contre la Russie et soutient l'Ukraine. On envoie des milliards. Les Français sont contre, on est en difficulté. Donc voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le peuple n'est pas responsable. Et par contre, nos autorités, eux, créent des tensions qui par la suite... en Afrique, et c'est légitime en Afrique, ils se disent ouais mais les gars vous nous avez défoncé, il y a eu des millions de victimes, vous nous avez pillés, etc. À nous de leur dire mais les mecs, ils vous ont fait ça, mais nous aussi, le peuple français, ils nous ont fait la même chose. Nous aussi, en Occident, ils nous ont volé, ils nous ont mis en difficulté, etc. C'est notre casse politique. Et vous inquiétez pas, là, je m'adresse aux Russes, aux Africains ou tout ça. Si vous voulez mettre en taule les autorités françaises, croyez-moi, il n'y a aucun Français qui va s'opposer. Hein. Ils vont vous donner l'adresse. Hein. Macron, il habite à cet endroit-là. Fais-toi plaisir, toi. Venge-toi. Alors là, ce que je vous mets, c'est l'interview complète. Hein. C'est l'interview complète, mais complète. Synthétisée, c'est-à-dire, voilà, on prend pour chaque question un résumé basique simple de ses propos. Hein. Donc voilà, bref. Écoutez là sur ce qu'il dit. Il y a eu le coup d'État de février 2014. Si cela n'était pas arrivé, et j'ai eu l'accord qui a été conclu le jour même, entre le président de l'époque et l'opposition, mise en œuvre, l'Ukraine serait désormais restée intacte, avec la Crimée dedans. C'est absolument clair. Ils n'ont pas respecté l'accord. Au lieu de cela, ils ont organisé un coup d'État. D'ailleurs, ils prévoyaient la création d'un gouvernement national d'unité en février 2014 à la tenue d'élections anticipées que le président de l'époque aurait perdu. Tout le monde le savait. Mais ils étaient impatients, en fait. Et ils prirent les bâtiments gouvernementaux le lendemain matin. Et ils sont allés à la place Maïdan et ont annoncé qu'ils ont créé le gouvernement des vainqueurs. Comparez le gouvernement d'unité nationale à préparer les élections et le gouvernement des vainqueurs. Comment les gens, comment peuvent-ils prétendre qu'ils respectent, alors qu'ils ont perdu, les autorités à Kiev? Tu sais, le droit à l'autodétermination est le droit international, base juridique du processus de décolonisation qui s'est déroulé en Afrique sur la base de ce principe de charte, droit à l'autodétermination. Les gens des colonies, ils n'ont jamais traité les puissances coloniales, maîtres coloniaux, en tant que personnes qui les représentent, comme quelqu'un qu'ils veulent voir dans les structures qui régissent ces terres. Du même coup, les habitants de l'Est et du Sud de l'Ukraine, les gens du Donbass et de Novorossia, ils ne considèrent pas le régime de Zelensky comme quelque chose qui représente leurs propres intérêts. Voilà. Donc là, on passe à la suite concernant Blinken. Écoutez ça. À votre avis, qui a élaboré la politique étrangère et les décisions des États-Unis? Qui prend ces décisions?
Ouais, je pourrais pas. Alors, il précise, je devinerai pas, tu vois. Je n'ai pas vu Tony Blinken depuis des années. À quand remonte votre dernière rencontre? Il y a 2 ans, au sommet du G20. C'était à Rome ou ailleurs? En marge, dans les marges, hein, son adjoint, moi je représentais Poutine, et son assistant est venu me voir lors d'une réunion. Il a dit que Tony voulait parler juste pendant 10 minutes. J'ai quitté la pièce, nous nous sommes serrés la main. Il a dit quelque chose sur la nécessité de désamorcer et ainsi de suite. J'espère qu'il ne sera pas en colère contre moi, puisque là je le révèle. Mais nous nous retrouvions devant beaucoup de monde présent dans la salle. Et j'ai dit, nous ne voulons pas l'escalade. Vous voulez infliger une défaite stratégique à la Russie? Il a dit non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de défaite à l'échelle mondiale. Ce n'est qu'en Ukraine. C'est vous dire à quel point ils sont pathétiques. Donc en résumé, le mec te dit non, mais en résumé, et c'est là, c'est vraiment, en fait là, ce qu'il vient de dire, c'est ils sont en train de dire, nous on veut que vous perdiez en Ukraine, que vous fassiez une déculottée, mais vous inquiétez pas, dans les médias à l'international, on dira que vous êtes un peu les winners, tu vois. On vous fera un petit compliment, tu vois. On vous donnera une médaille en chocolat. Sauf que la Russie, ils s'en foutent de ça, tu vois. Ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la réussite pour leur pays et le concret sur le terrain, tu vois. Et ça permet de vous montrer en Occident ce qu'il en est. On va prendre le cas de la France et de l'Algérie. Les Français pensent qu'ils vivent mieux qu'en Algérie. Alors ils vont me dire, oui, mais pourquoi il y a des migrants? Parce que, excuse-moi de dire ça, ils ont peur de la peine capitale. Il faut bien que vous compreniez que dans les pays d'Afrique, quand il y a la peine capitale chez eux, c'est-à-dire que quand tu touches des enfants, quand tu commets des crimes, etc., eh ben, tu viens en France, tu as des associations gauchistes qui viennent et qui t'accueillent et qui te mettent bien. Tu vois. Alors que les mecs, ils sont responsables de crimes. Donc ils modifient leur nom, ils brûlent leurs papiers et ainsi de suite. Donc ne comparez pas ces gens avec la nation algérienne. Comprenez-le bien. Enfin, excuse-moi de dire ça, c'est comme si tu prenais tu prenais des délinquants français et t'en faisais le peuple français. Bref, avec toute son histoire. La politique algérienne, elle ne parle pas, elle agit. Hein. Vous savez qu'ils produisent, leurs propres médicaments. Rien qu'au niveau du système de santé, l'Algérie produit ses propres médicaments. La France les achète à l'Inde et à la Chine. Pourtant, on vous dira qu'en France, la santé, blablabla. Bla, 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 bla. Vous voyez la différence? La France, elle a l'image de... Mais toi, Français qui vis en France, c'est difficile. Tu sais très bien qu'en fait, notre industrie, elle a été vendue à droite à gauche. En Algérie, ils parlent pas, mais ils font. Pareil en Russie. Mais en fait, l'Occident veut juste de l'apparence. Ils vivent dans l'apparence. Ce sont des Instagrammeurs. Et c'est ça la problématique. C'est que moi, je m'en fous, encore une fois, en politique, et les filles, gauche, droite, tout ce que tu veux. Je veux quelqu'un qui pense aux intérêts propres de la France et du peuple. Et si, moi, tout le monde pouvait faire la même chose dans son pays, ça serait magnifique. Parce que je ne suis pas que dans un pays. Je veux que toute la population mondiale vive en paix et dans des bonnes conditions, tu vois. Et on se rend compte, hein, quand on prend du recul, qu'il y a certaines petites entités qui créent les tensions de par le monde. Je rappelle que l'Iran n'a jamais menacé la France et ne menace jamais l'humanité. Je rappelle que la Russie ne veut pas envahir, n'a pas une idéologie qui dit qu'ils sont supérieurs génétiquement, que Dieu les a créés au-dessus des humains, et nous sommes inférieurs aux animaux. Nous n'avons pas, il n'y a pas cette idéologie-là. La Tunisie n'a pas cette idéologie-là, le Congo n'a pas cette idéologie-là, tu vois. Il n'y a pas cette idéologie de vouloir conquérir le monde, tu vois. Il y a un pays qui pense comme ça, tu vois. Et qui a tendance à corrompre un peu les pays occidentaux, tu vois, et qui crée le désarroi de par le monde. Voilà. Alors sachez que sur ma chaîne secondaire, j'essaierai de mettre l'interview complète sous-titrée en français. L'interview complète sans commentaire, mais je peux vous assurer qu'elle va être censurée assez rapidement. Donc c'est pour ça que là je fais cette vidéo là, mais parce que là ça ne sera pas censuré, c'est moi qui commente. Mais voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez voir en entière complète en français, ça sera sur ma chaîne secondaire. Je mettrai le lien en description et je vous invite à vous y abonner.
Écoutez ce qu'il dit, ce que répond Lavrov à cette question. Je veux revenir à ce que vous avez dit il y a un moment, au sujet des armes hypersoniques. Vous avez dit que c'était un signal pour l'Occident. Je pense que beaucoup d'Américains ne savent même pas qu'on en est arrivé là. Quel message vous voulez envoyer au monde? Le message, par rapport à vous, les Américains, les États-Unis, et ainsi que leurs alliés, qui fournissent également des armes à longue portée au régime de Kiev, ils doivent comprendre que nous serions prêts à utiliser tous les moyens pour ne pas leur permettre de réussir dans ce qu'ils appellent la défaite stratégique de la Russie. Ils se battent pour garder leur hégémonie sur le monde, sur n'importe quel pays, n'importe quelle région, n'importe quel continent. Nous nous battons pour nos intérêts, nous légitimes et notre sécurité. Ils disent par exemple les frontières de 91. Lindsey Graham, qui a rendu visite à Zelensky il y a quelque temps pour une autre conférence, a dit sans détour en présence de Zelensky: je pense que l'Ukraine est très riche en métaux rares et nous ne pourrons pas laisser cette richesse aux Russes. Nous devons le prendre. Nous nous battons. Alors, ils sont prêts à donner toutes leurs ressources et ainsi de suite à l'Occident. Nous nous battons pour les gens sur ces terres, sur leurs ancêtres qui ont développé ces terres, qui ont construit des villes, les usines et ainsi de suite, depuis des siècles. Nous nous préoccupons des personnes et non des ressources naturelles que quelqu'un aux États-Unis aimerait conserver, tu vois, pour ses intérêts, et dont les Ukrainiens seraient les serviteurs. Le message qu'on veut leur transmettre, en testant en action ce système hypersonique dans le réel, est que nous serons prêts à tout pour défendre nos intérêts légitimes. Et là, en fait, c'est l'histoire de l'humanité. Il y a toujours eu des empires, des régimes, des choses comme ça, qui ont dominé le monde. Il y a eu les Arabes. Vous savez, par exemple, il y a eu l'Italie, enfin la Rome. La Rome. Maintenant, ils ont conquis le monde, entre guillemets. Maintenant, regardez ce que c'est l'Italie. Bon, c'est pas, il n'y a pas de souci, c'est un très beau pays. Le Portugal a dominé le monde, fut un temps. L'Angleterre aussi. Pourtant, regardez ce qu'ils sont maintenant. Il n'y a pas de mal, tu vois, il n'y a pas de souci. Faut accepter. La Russie a été un grand, entre guillemets, un grand empire à un moment. Ça s'est effondré pendant un temps. Avec Poutine, ça se redéveloppe. C'est comme ça, tu vois, il n'y a pas de souci. La France était un grand empire, maintenant on est les vassaux, on est des minables, on se soumet à qui le veut. Et le problème, c'est que les États-Unis, alors pas que les États-Unis, mais l'hégémonie occidentale s'effondre, ils perdent la main, sauf qu'ils refusent de l'accepter. C'est bon, maintenant il y a les pays du Moyen-Orient, d'Asie, Chine, Russie, Moyen-Orient, et petit à petit l'Afrique. Donc voilà, peut-être que dans 300 ans, dans 400 ans, dans 200 ans, la Russie, la Chine et le Moyen-Orient va un petit peu, pas s'effondrer, mais perdre leur hégémonie, et c'est l'Afrique qui sera le pôle mondial de trucs, et ainsi de suite. Ça change, faut accepter, faut vivre correctement. Mais eux, ils n'acceptent pas, et ils sont prêts à détruire l'humanité pour ne pas lâcher leur hégémonie. C'est fou. Et pour finir, le dernier point, c'est concernant ce qui se passe en Syrie. Est-ce qu'ils ont des informations, les Russes ont des informations sur ce qui se passe là-bas, qui est le responsable, et ce qu'ils pensent de Donald Trump. Donc on va écouter ce que dit Lavrov. Les groupes terreaux, qui soutient les groupes terreaux? Nous avons des informations. Et on aimerait discuter avec tous nos partenaires du processus de façon de couper les canaux
de financement, d'armement, etc. L'information qui circule dans le domaine public, ça veut dire qu'ils ont d'autres informations encore plus profondes, mentionne les Américains, les Britanniques. Certaines personnes disent qu'Israël souhaite aggraver la situation pour que Gaza ne soit pas surveillé de près. Alors quand tu comprends que les États-Unis et l'Angleterre, disons que sont à la botte d'Amisraël, je pense qu'on a la réponse. Hein. Beaucoup d'acteurs sont impliqués et j'espère que le contexte que nous prévoyons cette semaine aidera à stabiliser. Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Quand il a eu des réunions avec Poutine et quand il m'a reçu 2 fois, je crois, dans le bureau ovale, quand j'étais en visite pour des pourparlers bilatéraux. Je pense que c'est une personne très forte, une personne qui veut des résultats, qui n'aime pas la procrastination sur quoi que ce soit. Et ceci, ça c'est mon impression en tout cas. Il est très amical dans les médias, il est très ouvert dans les discussions, mais cela ne signifie pas qu'il est pro-russe, comme certains essaient de le présenter. La quantité de sanctions que nous avons reçues sous l'administration Trump était très importante. Et nous respectons tout choix fait par le peuple. Attendez. Non, excusez-moi, il y avait une mauvaise traduction, mais... donc, ouais, donc en résumé, il est en train de dire qu'on respecte en fait le peuple américain, n'importe quel peuple qui décide de voter pour quelqu'un, bon, on va respecter, on va discuter et faire avec, tu vois. Il y a pas, on n'a pas à imposer au peuple américain de voter pour qui que ce soit. Donc voilà quoi, tout simplement. On a toujours été très ouvert hein, concernant l'administration actuelle et nous espérons qu'avec Donald Trump, ça sera la même chose. Donc voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. C'était 40 minutes d'une vidéo très intéressante de Lavrov et ça fait plaisir parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas entendu, qu'on n'a pas entendu des représentants russes s'exprimer sur la situation et c'est en discutant et en communiquant qu'on peut arriver à avancer. Dites-moi vous ce que vous en pensez concernant ce conflit russe-Ukraine, concernant les États-Unis, par rapport à Trump. Qu'est-ce que vous pensez de Trump? De quel côté, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça concrètement, de tous les sujets? Et j'aimerais vous voir débattre en commentaire, mais manière posée s'il vous plaît, hein, ne soyez pas vindicatif. Et donc voilà, je mettrai la vidéo complète sous-titrée en français dans la chaîne secondaire. En message épinglé, je mettrai le lien. Et donc voilà. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. À la prochaine sur les news de Samir. Prenez soin de vous.